Le prix du silence à la Maison-Blanche. Le cadavre d'Edmund Blackwood gisait dans l'office présidentiel comme une poupée désarticulée, son costume impeccable contrastant avec la flaque écarlate qui s'étalait sous son crâne fracassé, tandis que les notes du quatuor à cordes continuaient de flotter depuis la salle de réception où le Premier ministre australien riait encore à une plaisanterie présidentielle sur les koalas et le changement climatique. L'inspectrice Eleanor Marsh ajusta ses gants en latex avec une précision mathématique. 3 tiraillements sur chaque doigt, pas un de plus, pas un de moins. Elle compta silencieusement jusqu'à 7 avant de s'accroupir près du corps. 7, toujours 7. Son nom porte bonheur, son rituel, sa sécurité dans un monde qui ne l'était jamais. « Heure estimée du décès ?» demanda-t-elle, sans lever les yeux du cadavre. Le médecin légiste, Dr Vernon Cadavre Joyeux McNamara, surnommé ainsi pour son habitude dérangeante de fredonner des airs d'opéra pendant ses autopsies, consulta ses notes en se balançant d'un pied sur l'autre. Entre 20h30 et 21h15, je dirais, pendant les entrées. Comme Verdi dans Rigoletto, acte 2, toujours au moment le plus inattendu. Il fit un petit pas de danse macabre qui aurait fait fuir n'importe quel spectateur normal. « Les entrées !» répéta Marsh en touchant 7 fois son oreille gauche. « Tartare de thon aux baies indigènes australiennes. Menu fusion. Comme cette scène de crime. Fusion d'élégance et de barbarie. » Une gorge s'éclaircit maladroitement derrière elle. Marsh se retourna pour découvrir un jeune homme aux joues roses et au costume trop grand, qui se tenait gauchement dans l'encadrement de la porte, un badge du FBI luisant sur sa poitrine comme un insigne de shérif sur un enfant jouant au cow-boy. « Agent spécial Timothy Reynolds, madame. On m'a assigné comme agent de liaison pour cette enquête. » Marsh le détailla sans dissimuler son manque d'enthousiasme. « Vous voulez dire comme babysitter ?» Reynolds rougit jusqu'aux oreilles. « Le bureau considère simplement que, compte tenu de la sensibilité de l'affaire, une approche coordonnée serait… » « Dites-le franchement, agent Reynolds. Ils vous ont envoyé pour me tenir en laisse. » Marsh se releva. « Quel âge avez-vous ? 24 ans. » « 27, madame. »« Et combien d'affaires de meurtre avez-vous résolues ? » ?»« Eh bien, techniquement, je sors tout juste du programme de formation, mais j'ai participé à plusieurs simulations de… » « Des simulations. » Marsh soupira. « Parfait. Pendant que vous observez un vrai cadavre pour la première fois, notez que la victime présente une fracture occipitale causée par un objet contondant, probablement ce candélabre déplacé puis nettoyé sommairement là-bas, et que la disposition du corps suggère qu'il a été frappé par derrière. À moins que vous ne préfériez conclure immédiatement au suicide, comme vos supérieurs le suggèrent probablement. Dans un coin de la pièce, le chef de la sécurité de la Maison-Blanche, Walter Grimshaw, se tenait raide comme un piquet, son oreillette bourdonnant de communications frénétiques. Ancien Navy SEAL reconverti en bureaucrate paranoïaque, il tapotait nerveusement le holster de son arme, comme s'il espérait que la solution apparaîtrait magiquement au bout de son canon. « Inspectrice, nous apprécierions une discrétion maximale et… » « Et une résolution expéditive, je présume. » Coupa Marsh en se redressant. « Fascinant comme un cadavre devient surtout un inconvénient diplomatique dans ces sphères. Laissez-moi deviner. Vous préféreriez que je conclue à un suicide causé par la pression de servir des petits fours à des gens importants ? » Grimshaw rougit jusqu'à la racine de ses cheveux taillés en brosse militaire. « Ce n'est pas ce que… » C'est exactement ce que vous vouliez dire. Maintenant, j'ai besoin de la liste complète des invités, du personnel, de leurs déplacements et de 7 minutes seules avec cette pièce. 7 minutes. Ni plus, ni moins. Affirma Marsh en tapotant légèrement le sol du pied droit. 7 fois. Et pour information, monsieur Grimshaw, les gens se tuent rarement en se fracassant l'arrière du crâne avec un objet qu'ils ne peuvent pas atteindre eux-mêmes. À moins que monsieur Blackwood n'ait développé des bras télescopiques ou des pouvoirs télékinétiques avant sa mort.
Le docteur McNamara laissa échapper un gloussement inapproprié, tandis que Grimshaw serrait les mâchoires à s'enfêler les dents. Reynolds, visiblement mal à l'aise, sortit un petit carnet et commença à prendre des notes. Donc, nous cherchons un meurtre déguisé en suicide? Non, agent Reynolds. Nous cherchons un meurtre que certains aimeraient voir déguisé en suicide. Nuance importante. Marsh examina la pièce d'un regard circulaire. 7 personnes ont visité cette pièce entre 20h et 21h30, selon les registres de sécurité. Je veux les interroger toutes, une par une. Pendant que Reynolds organisait les interrogatoires, Marsh utilisa ces 7 minutes sacrées pour examiner la scène du crime sans interruption. Dans le silence relatif, elle ferma les yeux, reconstruisant mentalement la séquence d'événements. Blackwood entre dans l'office pour vérifier que tout est en ordre, comme le veut son obsession du contrôle. Il vérifie quelque chose sur une étagère. Des marques de doigts, fraîches, sur le bord, indiquent qu'il a ajusté la position de certains objets. Puis, quelqu'un entre derrière lui. Quelqu'un qu'il connaît, car il ne se retourne pas immédiatement. Une conversation s'engage, s'échauffe peut-être. Blackwood tourne finalement le dos à son interlocuteur, par mépris, en s'éloignant, et reçoit le coup fatal. Ses yeux se rouvrirent. 7 minutes écoulées. Pas une seconde de plus. Reynolds l'attendait à la porte, l'air anxieux. J'ai installé une salle d'interrogatoire dans le petit salon bleu. Le premier suspect, enfin, témoin, vous attend. Ce n'est pas un épisode de Law and Order, Reynolds. Ce sont des personnes d'intérêt, pas des suspects. Elle s'arrêta et le dévisagea. Attendez. Qui avez-vous convoqué en premier? Amanda Lewis, l'assistante de la victime. J'ai pensé que c'était logique de... C'est effectivement logique. Surprenant. Marsh haussa un sourcil. Peut-être n'êtes-vous pas totalement inutile, après tout. Reynolds parut à la fois flatté et vaguement insulté. La salle de crise de la Maison-Blanche ressemblait à une ruche dérangée. Le chef de cabinet présidentiel, Leonard Hoffman, un homme dont le costume coûtait probablement plus cher que la voiture de fonction de Marsh, martelait la table de conférence. Un suicide. Voilà ce que c'était. Un tragique suicide causé par le stress de la fonction. Ses yeux lançaient des éclairs glacés vers l'inspectrice, qui sirotait nonchalamment un café dans un mug portant l'insigne présidentiel. Un suicide où la victime s'est frappée avec un candélabre en argent qui pèse 7 kilos exactement. Répondit Marsh en touchant 7 fois le rebord de sa tasse. Remarquable. Je devrais réécrire tous les manuels de médecine légale. À côté d'Hoffman se tenait Sarah Kingsley, la directrice des communications, une femme à l'allure de mannequin dont les talons aiguilles claquaient nerveusement sous la table. Nous pourrions présenter ça comme un accident, une chute malheureuse. Les tablettes sont glissantes dans cette partie de la Maison-Blanche. Ah oui, ces fameuses tablettes présidentielles qui font des bosses parfaitement circulaires à l'arrière du crâne. Ironisa Marsh. J'ai toujours été impressionné par leur précision géométrique. Le secrétaire d'État adjoint, Terence Powell, un homme à la carrure imposante et au visage perpétuellement renfrogné, se racla la gorge. Inspectrice, vous comprenez les implications diplomatiques ici? Nous avons le Premier ministre australien et sa délégation. Les médias seront impitoyables. Je comprends surtout qu'un homme est mort, et que vous semblez plus préoccupé par votre cycle d'actualité que par l'idée que son meurtrier partage peut-être encore des petits fours avec vos invités de marque. Répliqua Marsh en comptant 7 fois sur ses doigts sous la table. Votre insolence est... Ma méthode, Monsieur Powell. Je suis allergique aux hiérarchies qui étouffent la vérité sous des préoccupations d'image. C'est probablement pourquoi on m'a assigné à cette affaire. Ma réputation de ne pas lécher les bottes dorées me précède. Reynolds, assis dans un coin, tressaillit visiblement à chaque réplique de Marsh, prenant des notes frénétiques, tout en lançant des regards d'excuses aux officiels. Hoffman ouvrit la bouche pour protester, quand la porte s'ouvrit sur une silhouette improbable. Percival Q. Wattlethorpe, le consultant en gestion de crise
éthiquement responsable, de la Maison-Blanche. Avec son nœud papillon arc-en-ciel, ses cheveux teints en bleu électrique et son badge proclamant ses pronoms IL, Wattlethorpe semblait avoir fait une erreur de navigation et débarqué d'une convention de science-fiction au milieu d'une crise diplomatique. Désolé pour le retard. J'animais un atelier sur la communication non violente avec le personnel de cuisine. IL s'installa en déposant sur la table un cristal d'améthyste pour purifier l'énergie de la pièce. Marsh haussa un sourcil. Et vous êtes? Percival Q. Wattlethorpe, gestionnaire d'harmonie institutionnelle et consultant en expérience traumatique collective. IL tendit une carte de visite en papier recyclé. Je suis là pour m'assurer que notre approche de cette tragédie soit culturellement sensible et émotionnellement nuancée. Fascinant. Répondit Marsh. Et quelle est votre expertise en matière d'enquête criminelle? J'ai regardé toutes les saisons de Criminal Minds et j'ai un podcast sur la justice réparatrice. Annonça fièrement Wattlethorpe. Marsh se tourna vers Hoffman. Vous plaisantez, j'espère. Monsieur Wattlethorpe est un élément essentiel de notre équipe de gestion de crise. Marmonna Hoffman, visiblement embarrassé. Merveilleux. Pendant que je cherche un meurtrier, n'hésitez pas à harmoniser les chakras de la scène de crime. Marsh se leva. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un vrai travail à faire et 7 suspects à interroger avant minuit. En sortant, elle jeta un regard à Reynolds. Prenez des notes détaillées de toutes leurs tentatives pour entraver l'enquête. Ça pourrait être utile plus tard. La fête continuait, mascarade grotesque où les sourires cachettaient les tensions. Dans une antichambre transformée en quartier général improvisé, Marsh interrogeait Amanda Lewis, l'assistante de Blackwood, une femme tirée à 4 épingles dont le tailleur gris semblait avoir été conçu pour qu'elle se fonde dans le décor. Il était méticuleux. Expliqua Amanda, ses doigts froissant un mouchoir en soie. Chaque majordome devait suivre ses instructions à la lettre. Quelqu'un lui en voulait? Marsh disposait 7 stylos parfaitement alignés sur la table entre elles. Tout le monde et personne. Sourit tristement Amanda. Edmond était brillant pour maintenir une façade de perfection, tout en rappelant à chacun ses insuffisances. Des exemples concrets? Amanda hésita. Il a récemment rétrogradé Michael Phelps, un majordome senior, pour une erreur mineure lors d'un dîner avec des diplomates français. Et il avait, comment dire, une relation avec quelqu'un ici? Proposa Marsh, remarquant la rougeur subtile sur les joues d'Amanda. Plusieurs relations, en fait. Edmund considérait la discrétion comme une simple formalité pour les autres. Marsh toucha 7 fois le bord de sa veste. Intéressant qu'un homme si préoccupé par l'étiquette soit si négligent avec les cœurs. Il n'était pas toujours ainsi, murmura Amanda, son regard se perdant dans le vide. 6 mois plus tôt. Le bureau privé de Blackwood, éclairé par une unique lampe de bureau diffusant une lumière ambrée. Amanda entre avec un dossier, s'attend à le déposer et partir comme d'habitude. Mais Blackwood lève les yeux, l'observe vraiment pour la première fois. Vous êtes exceptionnellement efficace, Amanda. Vous savez cela. Elle rougit, désarçonnée par ce compliment inattendu. Je fais simplement mon travail, monsieur. Vous faites bien plus. Il se lève, contourne son bureau. Vous remarquez des détails que personne d'autre ne voit. Les préférences non documentées des dignitaires. Les tensions entre les membres du personnel. C'est précieux. Il s'approche, trop près. Je pense que nous pourrions former une équipe formidable. Vous et moi, il y a tant de possibilités pour ceux qui savent vraiment observer. Je ne comprends pas ce que vous suggérez. L'information, Amanda. Le vrai pouvoir à Washington. Pas les titres, pas l'argent. Savoir qui veut quoi, qui craint quoi. Et nous sommes parfaitement positionnés pour collecter ces pépites. Sa main effleure la sienne en prenant le dossier. Un contact qui dure 1 seconde de trop. Réfléchissez-y. Une collaboration discrète, mutuellement bénéfique. Il sourit, et dans ce sourire,
Elle voit une promesse de pouvoir qui l'effraie et l'attire simultanément. De meurtre. Quant à vous, Monsieur Washington, j'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas mentionné plus tôt avoir vu le corps.